procès Pellico ou la riposte féministe en chantant. Le procès de Mazan se passe à côté de chez moi, à Avignon. Ce procès pour viol à répétition provoque un séisme médiatique, un choc collectif et individuel, une prise de conscience sur les rapports de domination homme-femme et sur la place du patriarcat, encore bien présente dans notre société. Comment un homme, bien sous tout rapport, a fait vivre à sa femme droguée et inconsciente au moment des faits, des viols à répétition par une 50aine d'hommes, pendant 10 ans, avec pour preuve des vidéos accablantes. Alors qu'un bon nombre de collectifs, associations féministes se mobilisent sur le territoire et œuvrent de jour comme de nuit pour défendre l'honneur et la dignité de Gisèle Pellico et des femmes agressées, les actions se multiplient et deviennent visibles dans l'espace public. Collages de nuit, chants féministes, organisation de rassemblements, de concerts, activisme sur les réseaux sociaux. Ce podcast propose un autre regard, un regard féminin, local, militant, à travers le prisme de ces personnes de l'ombre qui donnent de la voix aux injustices et atrocités faites aux femmes. Car tout acte et prise de position peut être entendu comme militant et politique, quelle que soit son intensité. Rencontre avec la chorale féministe avignonnaise, le chant des déferlantes, venue chanter en soutien à Gisèle Pellico devant le tribunal administratif d'Avignon en novembre 2024. Rencontre avec son public, venu les écouter et les soutenir. On entendra tour à tour Colline, Carla, Claire, Luce, Isa et Cyrielle, qui nous parleront de leur présence autour du procès Pellico, à l'extérieur et à l'intérieur du tribunal. Comment vivent-elles ce procès hors norme rendu public ? Qu'est-ce qui les choque, les tourmente, anime leur présence ici ? Et quel regard porte-t-elle sur la société de demain ? Voilà. Le monsieur qui a le A. Par ici, s'il vous plaît. Rencontre avec Isa, venue écouter la chorale féministe et porteuse de pancartes. Ça, c'est votre intelligence collective, sérieusement ? Il y a pas mal de brillance. Si vous avez envie, n'hésitez pas. Est-ce qu'on porterait ensemble ? J'ai envie de collectif depuis un certain temps et je trouve pas de collectif féministe duquel me rapprocher. Je rencontre une femme formidable dans le cadre de mon travail qui me dit qu'elle chante à la chorale féministe et que justement elles font un rassemblement mercredi après-midi. Et moi j'entends chorale féministe, c'est exactement le genre d'action collective dans laquelle je serais heureuse de m'inscrire. J'entends mercredi après-midi, du coup je suis avec mes enfants, je me dis eh ben super, c'est l'occasion. Donc mes enfants, Marie-Jeanne qui a 13 ans et Gwenaëlle qui a 10 ans. Et je me dis c'est super d'embarquer les petits avec moi pour un rassemblement. Et c'est accessible. Et ça nous permet de découvrir la chorale féministe. Et puis en plus de ça, ça fait quelques semaines qu'on entend parler du procès qui a lieu à Avignon, donc juste à côté de chez nous. On en entend parler à la radio, les enfants m'ont questionné, pourquoi on en parlait beaucoup, qu'est-ce que c'était que cet événement, je leur ai raconté, je leur ai expliqué, ça nous a fait aborder des sujets particulièrement puissants. Alors, est-ce qu'on peut essayer de se décaler un peu, comme ça, on laisse pas les pancartes toutes seules. Décalons-nous. C'est à l'initiative de la chorale féministe militante, le chant des déferlantes. On chante pour faire entendre nos voix et exprimer nos revendications à diverses manifestations. Et là, on a eu envie, vu l'actualité et vu ce qu'on entendait du procès, vu les aberrations et les horreurs qu'on pouvait entendre, de venir montrer qu'on était là, les féministes, et qu'on était là aussi pour soutenir les victimes.
Je suis d'accord pour qu'on porte tous les 3. Alors on a un N. C'est mes petits, mais on va rester à côté par contre. Dans ce sens-là, parfait. On est arrivé avec les enfants. Il y avait une vingtaine de personnes devant le tribunal qui étaient là. Le rassemblement était en train de se mettre en place. Je retrouve ma copine qui chante dans la chorale. Et très vite, les organisatrices sortent les pancartes des lettres de la phrase « La honte change de camp » pour que des personnes les tiennent haut levé pendant que la chorale chantera. Et demandent est-ce qu'il y a des porteurs de pancartes. Et donc, je pense qu'il y a des habitués qui disent « Ah bah oui, tiens, donne-moi telle lettre, etc. » Et moi, je me suis retrouvée un peu au milieu et en fait, j'avais un peu peur. On passait un autre pas dans l'engagement que de venir regarder et écouter la chorale, moi je trouve. Et moi, j'en avais envie. J'ai demandé aux enfants, ils en avaient envie. Et du coup, on s'est retrouvés 3 minutes après à tenir des lettres de la phrase « La honte change de camp ». Change de camp, j'ai dit chante, non ? Pour chanter, on va se mettre devant les personnes qui portent les pancartes. Et les personnes qui portent les pancartes vont les lever pour qu'on les voit au-dessus. Mais vous avez le temps, ouais, parce que ça va être long. La note de début, C'est la première phrase. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en deuil. Ok. On est bon? Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en deuil. Je chante leur courage du don de vie jusqu'au cercueil. Et c'était drôle parce que le premier chant qui a été chanté, c'est l'hymne des femmes, c'est Debout les femmes. Et en fait, on la connaît avec les enfants parce que c'est une chanson qui est dans nos playlists et qu'on chante en voiture, qu'on chante en cuisinant et qu'on a l'habitude de chanter. Du coup, on a pu, dès la première chanson, on a pu chanter tous les trois avec la chorale. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes vaillantes, à la gloire des femmes en or, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes piliers. Je chante leur bravoure, elles qui portent sans jamais plier. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes coriaces, à la gloire Mais c'était hyper fort, en tout cas comme émotion. C'était beaucoup d'émotions très différentes les unes des autres, en même temps, au même endroit. Moi, ça m'a fait monter des larmes très vite, mais je suis aussi quelqu'un je suis bien émotive. Et là, d'être au milieu des voix qui s'élèvent, des voix de l'engagement qui s'élèvent, c'était particulièrement touchant. Aujourd'hui, à la gloire des femmes en deuil, je chante leur courage du don. Et là, c'est aussi le moment où on peut être dans une action individuelle. C'est nous, notre petite famille, qui avons envie d'avoir une action. Enfin, moi d'abord, puis moi avec mes enfants. C'est une action collective parce que j'ai compris que cette chorale féministe n'est pas seule, qu'il y a d'autres collectifs autour et que c'est des groupements de femmes. Et il n'y a pas que la chorale, il y a aussi d'autres femmes et des hommes aussi autour. Et puis il y a quelque chose d'altruiste, j'ai envie de dire, peut-être, pour aller partager, montrer le soutien qu'on peut manifester à Madame Pellicot. Et aussi quelque chose d'un peu universel parce que ce procès... il réveille une question universelle et elle met à jour des terreurs, des horreurs universelles, quoi. Et là, on en parle et c'est là, et c'est sous les yeux, et c'est sous nos yeux, et c'est de la terreur ordinaire, c'est de l'horreur ordinaire, parce que c'est là, c'est caché, et que j'imagine bien qu'il se passe encore des choses comme ça, atroces, en ce moment même, probablement pas loin d'ici, ou loin d'ici, j'en sais rien, mais en tout cas, ça réveille quelque chose de... Ça révèle quelque chose de caché jusqu'ici. Rencontre avec Carla, Colline et Claire, choristes et féministes. On est allé dans le tribunal pour assister à une partie du procès. C'était un peu étrange parce que du coup, déjà t'entends la voix des accusés. Quand on assiste au procès, du coup on a juste un écran où on voit les magistrats, on voit pas du tout, on voit aussi la personne qui a la barre, mais sinon les autres on les voit pas. Et la première fois que j'ai entendu la voix de Dominique Pellicot, je savais pas que c'était lui. Et en fait,
c'est normal, tout le monde est au courant, mais ça fait vraiment réaliser que c'est une personne comme tout le monde. Je me suis dit, mais c'est quoi ce petit vieux qui a une voix toute tremblotante mais vraiment, il était là, oui, je suis vraiment désolée, monsieur machin. La dernière fois, je me suis emportée. Et en fait, c'est hyper étrange. Et pareil, quand on a eu le profil des accusés, en fait, d'avoir toute leur vie, des fois, il y avait des moments où on était un peu en empathie avec eux, pas pour ce qu'ils ont fait, mais juste leur vie en général. En fait, on s'imaginait les choses, on était là, oui, donc ok, il a grandi là. Et en fait, on se rend compte que oui, en fait, ça peut être un peu tout le monde, quoi. C'est ça qui fait peur. C'était à la fois intéressant et à la fois... C'était long. C'était très long. C'était quoi? C'était des spécialistes Là, c'était des enquêtrices de personnalité. Ah oui, alors, c'était intéressant pour ça, de savoir qu'il y a des personnes dont le métier, c'est d'aller chercher l'histoire l'histoire de vie, je crois que c'est ça qu'elle disait, d'un des accusés. Ouais. Elles sont neutres, elles sont ni de la défense ni de l'attaque. Ouais. Et elle raconte ce que sa fille m'a dit ça, son employeur m'a dit ça, pour essayer un peu de corroborer certains éléments. Ouais. Ça, c'est avant que la défense s'exprime. Et moi, j'y suis pas retournée depuis, parce qu'en fait, je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là à pas forcément aller écouter. Certaines là qui se rassemblent, oui. Et d'autres se sentent pas forcément. Il y a un côté un peu... on peut venir apporter son soutien, mais on se sent un petit peu aussi voyeur, voyeuse. Il y a un peu un truc... et c'est aussi très angoissant d'imaginer, de pouvoir croiser des accusés et d'entendre des choses vraiment ignobles et vraiment très très dures. Mais certaines parmi nous s'y rendent régulièrement pour voir ce que c'est, pour comprendre... comprendre les stratégies de la défense ou comment fonctionne la justice. Voilà pourquoi on a ces enquêtrices de personnalité qui parlent aussi longtemps et qui nous disent des choses. En tout cas, nous, public lambda, on se demande un petit peu... où ça va, quel intérêt... Voilà. Et on voit bien que tout de suite après, par contre, l'avocat de la défense, lui, il a une toute petite intervention, mais il s'appuie vachement dessus, comme si elle était psychologue, et comme si, on peut dire donc que c'était un homme doux et respectueux des femmes, que tout le monde appréciait, même son employeur. Et ça, c'est très énervant et il ne faut rien dire. Ah ouais. On est dans une salle à part, on n'est pas vraiment dans la salle de procès. Je ne sais pas si c'est la même chose pour tous les procès. Mais on doit quand même rester silencieux et silencieuse parce que sinon on est sorti. Il y a une surveillante des salles. Voilà, c'est ça. Mais en fait, tout le monde soufflait autour de nous, quoi. À chaque fois qu'il y avait des choses qui étaient dites, c'était hyper choquant, même quand c'est pas du coup les accusés qui parlent, quoi. Et on discutait beaucoup de phrases, en fait, de citations. Je trouve ça intéressant, en fait. Et je pense que c'est ce qui est assez fou, en fait, avec le fait que ce procès il soit rendu public. C'est qu'on a des phrases, vraiment, des phrases qui ont été prononcées, quoi, et qui sont vraiment dites, en fait. Et ça, je trouve que c'est hyper précieux et c'est incroyable. Et c'est aussi pour ça que Gisèle Pelicot, elle a fait ça. Et c'est un immense pas, en fait, qu'elle ait fait ça. Parce qu'on a des phrases et on se dit, mais concrètement, c'est ça ce qui se passe dans un procès. En fait, je pense que c'est surtout ça. Moi, avec mes copines, on parlait mais en fait, là, c'est public. Et on entend des trucs, comme disait Justine, complètement inaudibles, qui ne devraient pas être entendus. On lui dit des choses, mais c'est complètement inacceptable, en fait. Et alors que le procès est public, alors qu'il y a des vidéos à l'appui, le dossier de preuve, il est fourni comme jamais un viol a été fourni en termes de dossier de preuve, et elle entend quand même ça. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe quand une femme, elle porte plainte pour viol et qu'elle a aucune preuve, que c'est juste sa parole contre l'autre? Et donc du coup, je pense qu'on parlait beaucoup de ça. On se disait, mais si elle, ça se passe comme ça, alors que c'est public, alors qu'il y a plein de preuves, qu'est-ce qu'elles vivent les autres, quoi? On peut plus pincer les fesses, ouin, ouin. On peut plus rien prendre, ouin, ouin. On peut plus s'étendre, ouin, ouin. Car dès qu'on s'étale, ouin, ouin. Ce moment où on dit ouin, ouin, gna, 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 on balance des phrases typiques de mascu, comme on dit, elle avait une jupe aussi, t'as tes règles ou quoi. Et là, on voulait l'adapter avec des phrases à peine remasterisées, mais certaines sont exactement telles quelles. Des phrases entendues pour la défense. On peut même plus rire, ouin, ouin. On peut plus rien faire, ouin, ouin. On vit vraiment un enfer, ouin, ouin. Ouais, mais son mari m'avait donné l'autorisation
comprenez, il y a viol et viol. Et comment j'aurais pu savoir qu'elle dormait? Non mais c'est pas moi sur les vidéos, c'était mon sosie. Non mais mon client c'est pas un violeur, c'est juste un passionné de relations extra-conjugales. J'avais jamais entendu parler de consentement, moi. C'est un viol par accident. J'ai été manipulée. C'est un homme influençable, naïf, c'est un bon père de famille. Ouais, ça va, il y a quand même pas mort d'homme. Mais je savais pas ce que ça voulait dire à son insu. Gna 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 ouin ouin. Gna 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 ouin ouin. On peut plus rien dire ouin ouin. On peut même plus rire ouin ouin. On peut plus rien faire ouin ouin. On vit vraiment un enfer ouin ouin. On peut plus rien dire ouin ouin. On peut même plus rire ouin ouin. On peut plus rien faire ouin ouin. On vit vraiment un enfer. Arrivée de Gisèle Pelicot au procès, sous les applaudissements de la foule. Et quand elle est arrivée, je me rappelle avoir entendu ah, il y a Madame Pelicot qui arrive, Gisèle Pelicot qui arrive. Donc les personnes du rassemblement s'écartent pour la laisser passer. Moi, je dis aux enfants, venez, on recule un peu, parce qu'on était vraiment alors, en plein milieu. Et je dis, venez, on recule. Et il y a eu quelque chose de d'extrêmement respectueux tout de suite dans les attitudes de tout le monde à se reculer, à se tenir dirigé vers elle. Et cette dame est arrivée avec un sourire de gratitude et en disant merci à tout le monde et merci à nous. Et là, ce merci, il est extrêmement puissant. Moi, je sais pas trop, je le reçois avec un peu d'émerveillement parce que je suis personne, je suis juste une personne et qui est passée par là et qui s'est retrouvée avec une pancarte entre les mains et à chanter. Mais son remerciement est très puissant et puis elle est rentrée dans le tribunal. Et je crois aussi que pour les enfants, c'était important de voir passer cette dame parce que je leur apprends dans leur éducation, je leur apprends la question de l'engagement, c'est très bien, mais s'engager pour des idées, c'est une chose, et s'engager en ayant conscience que ces idées ont des conséquences dans la réalité, c'en est une autre, quoi. Interview de Gisèle Pelicot au tribunal d'Avignon le 16 septembre 2024. J'ai été profondément touchée par cet élan qui me donne une responsabilité. Grâce à vous tous, j'ai la force de mener ce combat jusqu'au bout. Ce combat que je dédie à toutes les personnes, femmes et hommes, qui à travers le monde sont victimes de violences sexuelles. À toutes ces victimes, je veux leur dire aujourd'hui, regardez autour de vous, vous n'êtes pas seuls. Merci beaucoup. C'était un homme ordinaire, un fils, un mari, un père. C'était un homme ordinaire, un fils, un mari, un père. Qui ce jour-là se trouvait sur le banc des accusés. Qui ce jour-là se trouvait sur le banc des accusés. Face à lui, vivante et fière, une victime en colère. Face à lui, vivante et fière, une victime en colère. Décida qu'il était temps que là on change de camp. Décida qu'il était temps que là on change de camp. Ainsi Gisèle pour toutes celles qui subissent chaque jour leur violence. Bien ce procès décida d'exposer ces bons pères de famille et leurs immondes manigances. Moi c'est Cyrielle et j'habite sur Avignon depuis quelques années. C'est donc pour ça que je suis venue au procès et puis que j'ai rencontré d'autres femmes autour de ce procès en cours. Sur le banc des accusés, face à eux, vivante et fière, une victime en colère. Moi je trouve que sur cette question du rapport aux hommes, c'est très variable selon les sphères.
Parce que forcément, avec mon compagnon, c'est quelque chose dont je parle librement et justement, on a eu des échanges à ce sujet. Là, dernièrement, en écoutant beaucoup de vidéos, en lisant des articles, etc. sur le procès, j'avais beaucoup de colère en moi et beaucoup besoin de parler de ça. Donc, j'en parle avec des amis comme Luce, des amis femmes, etc. Mais j'en parle aussi à mon compagnon et je suis beaucoup dans la colère et il est très ouvert à ce qu'on parle de tout ça. Après, dans d'autres sphères, ça va être plus difficile. Ça m'est arrivé d'être dans des espaces, par exemple dans un bar, où il y a des hommes qui sont là et qui font des blagues que je trouve déplacées. Et là, moi, je vais plutôt être en retrait et me dire, en fait, j'ai pas envie de leur parler, j'ai pas envie d'être là à les éduquer. Et ces hommes-là que je trouve qui me mettent mal à l'aise, qui sont gênants aussi dans ce qu'ils disent, j'ai pas envie de les écouter et j'ai pas envie de rire à leurs blagues. Et donc là, à ce moment-là, j'ai préféré vraiment me mettre en retrait. Ce qui n'est pas toujours possible. Là, en l'occurrence, c'était faisable. Par exemple, au travail, ça m'est déjà arrivé d'être dans des situations où je ne savais pas du tout comment réagir sur des paroles déplacées. Et heureusement, parfois, c'est d'autres femmes qui vont réagir et dire ça passe pas, vous pouvez pas dire ça. Et parfois, ça va quand même, tout le monde rigole et c'est compliqué. Et parfois, je vais réagir, je vais dire ok, là, je laisse pas passer, pour moi, c'est pas tolérable ce qui est dit. Et parfois, je me mets en retrait parce que j'arrive pas à réagir et que c'est trop dur de toujours être, entre guillemets, au contact et de vouloir faire changer les choses. C'est aussi que les hommes prennent part à ça parce qu'aujourd'hui, la plupart des coupables sont des hommes dans les violences faites aux femmes, aux enfants. Et aujourd'hui, on a besoin aussi qu'ils prennent un pas de recul et qu'ils comprennent le système patriarcal, comment la société fonctionne et qu'ils puissent être critiques et aussi donner une nouvelle place, une place d'allié, que ce soit auprès des collectifs féministes, etc., mais aussi dans l'intime, dans ce qu'ils vivent au quotidien, au travail, avec leurs compagnes, leurs sœurs, etc., et qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas laisser passer, qu'ils ne peuvent pas faire ou qu'ils ne peuvent pas laisser passer à d'autres hommes. C'est aussi aux hommes de réagir quand il y a des choses qui sont dites, qui sont hyper violentes envers les femmes ou envers les enfants, etc. J'attends aussi que les hommes prennent leur part, quoi, et viennent aussi réagir auprès d'autres hommes qui ne sont pas corrects. L'impunité de nos assassins, ce sont les disparitions et les agressions. La coupable, ce n'est pas moi, ni mes fringues, ni l'endroit. La coupable, ce n'est pas moi, ni mes fringues, ni l'endroit. La coupable, ce n'est pas moi, ni mes fringues, ni l'endroit. La coupable, ce n'est pas moi, ni mes fringues, ni l'endroit. Et le violeur, c'est toi. Et le violeur, c'est toi. Je suis Luce, je fais partie de la chorale des Déferlantes. Je fais partie aussi d'un collectif de citoyens qui fait des vidéos qui s'appelle Wokong sur des thèmes écolos, sociaux et féministes. Et le violeur, c'est toi. Aujourd'hui, moi je suis pleine d'espoir parce que j'ai l'impression que même si on était déjà amis et aimants se retrouver, ce procès ira encore plus émouvant et galvanisant ces retrouvailles parce que là aujourd'hui on est vraiment dans le partage de nos émotions qui nous submergent, comme disait Cyrielle, quand on entend tous ces podcasts, qu'on lit tous ces documentaires sur le procès. Et l'autre chose, c'est qu'à l'aune de ce procès et des discussions qu'elles enclenchent, je relis ma propre vie à travers d'autres lunettes et des événements qui me paraissaient anodins, brusquement prennent un relief complètement différent. Ça peut être un comportement de patron au boulot que je laissais passer et qui était mais complètement incorrect, indécent, scandaleux. Et aujourd'hui, ça passerait plus du tout. Aujourd'hui, la femme que je suis aujourd'hui ne le laisserait plus du tout passer. Et pour des questions de politesse, je laisse parler ou je laissais parler des hommes qui avaient des propos incorrects, enfin plus qu'incorrects, scandaleux. Je me rends compte qu'aujourd'hui, ils passent beaucoup moins.
Et il y a un livre incroyable qui m'a éclairée, que m'a conseillé Cyrielle, c'est Honte de Florence Porcel. Et elle décortique, elle analyse très bien non seulement ce sentiment de honte, mais elle donne des pistes, dont plusieurs citées par Cyrielle, mais celle de ne plus laisser passer des paroles d'hommes indécentes. Parce qu'on a peur de passer pour des chieuses, on a peur de passer pour celles qui n'ont pas d'humour, et que si on a de l'humour, mais pas de cette sorte d'humour. Allez, allez, allons, c'est la grève des femmes, l'égalité qu'on réclame sur le macadam, sur le macadam. Allez, allez, allons, fini de moisir, on est là pour abolir les entraves au plaisir, entraves au plaisir. Allez, allez, allons, beaucoup de taloches, prendre la crasse, les cris, les mioches, ce soir on décroche, ce soir. Je voulais rajouter qu'il existe un outil que je partage au plus de femmes possible, qui s'appelle Sorority, et qui permet de, si on est dans une situation d'agression ou de peur, d'alerter toutes les femmes qui ont téléchargé cette application et qui viennent t'aider. Et symboliquement, c'est très beau, parce que c'est par le partage, par le lien, par le fait de se parler, de se soutenir, qu'on s'en sort, qu'on arrivera à changer les choses, pas en restant angoissé dans son coin. De même qu'il y a l'éco-anxiété, il y a aussi une anxiété d'être femme, une anxiété par rapport au traitement fait par les médias, la justice par exemple, on en parlait. Les chiffres montrent qu'il y a très très peu de femmes violées qui osent porter plainte, et 96% des dépôts de plainte qui finissent en non-lieu. Donc ce traitement, cette maltraitance, elle peut être vaincue, à mon sens, justement par le collectif. C'est la grève des femmes, c'est nos désirs qui s'enflamment sur le macadam, sur le macadam. Allez! Poème d'Isa Dutray, poétesse féministe. J'ai les mains vides, moi. On me les a vidées. J'ai tout déposé. C'est les mains vides, là, que je suis venue, les bras ballants, mais le pied sûr, un enfant dans chaque main, vide. Je suis venue à vous. Une assemblée de femmes, chevelues, menues, velues, grassouillettes, maigrelettes, unies, immenses. Le dos contre la barrière, je sens tes cheveux qui me frôlent. Les mots s'élèvent de la feuille que tu tiens de tes deux mains vivantes. Je sens la chaleur des paroles dans mes oreilles et sur mon cou. Toutes les voix vibrent. Les souliers violets battent cadence. Les basses résonnent, féminines. Je mêle ma voix aux vôtres. Et près de moi, celle de ma fille, celle de mon fils, à la chamade. Les voix s'élèvent dans la ville, vibrent de force, de sanglots étouffés, de franches mélopées, de cœurs battant à toute volée et de colère sourde. Des échos, des regards qui répercutent la parole chantée, debout les femmes, des passants, des passantes étonnés, reconnaissants, reconnaissantes, interloqués, nous sommes sur la place, légitimes. L'immensité y est, j'y suis, j'y serai. La riposte féministe est dans mon crâne. La révolte veut devenir ma compagne. Je sèmerai le feu aux poudres avec des mots sur les murs. Moi, je l'ai rejointe là en septembre avec le procès Pellicot, mais elle existait depuis mars. Je rencontre des filles qui faisaient partie de cette chorale et qui me parlaient de ce qu'elles faisaient. Je trouvais ça magnifique d'utiliser le chant comme média pour revendiquer et d'utiliser cette frivolité militante, comme on dit dans les Batucada du ROR, tu sais, les Batucada Rhythm of Resistance, on dit que c'est la frivolité militante engagée, et d'utiliser ce média, la musique, pour revendiquer des causes, pour lutter. Et
Le biais de la chorale, non seulement donc ça utilise ce média artistique, mais en plus c'est un collectif. Quand on chante tout ensemble avec toutes les différentes voix, on partage un moment mais d'une émotion incroyable et qui nous fait un bien, qui est un baume justement à toutes les découvertes ou toutes les blessures que nous cause tout ce qu'on lit, ce procès, l'indécence de la défense, l'indécence des violeurs qui utilisent des punchlines comme « je ne savais pas ce que ça voulait dire à son insu » ou « je suis un bon père de famille, je ne savais pas ce que ça voulait dire consentement ». Et tout ce genre de choses, c'est aujourd'hui qu'on doit clamer qu'on ne peut pas rester muet et on doit clamer que c'est indécent. Jusqu'à l'échafaud, s'il le faut. Les doigts pleins de gouache, le cœur en rage, je suis l'orage, il pleut des pages et sous la lune, on impose nos messages. Adefité, j'y suis, j'y serai, la riposte féministe est dans mon crâne. Et ces femmes et ces personnes qui se soient démenées pour organiser, prévenir, faire la com', créer les affiches, préparer les chansons, elles se retrouvent pour répéter. C'est tout ça que je trouve vraiment, vraiment passionnant. Moi, j'étais une passante ce jour-là. Moi, j'étais une passante et j'ai pris une passante, j'étais venue exprès, évidemment. Je sais bien qu'il y a autre chose derrière, mais je passais par là et je me suis retrouvée avec des pancartes entre les mains et j'en suis très contente parce que du coup, ces pancartes, j'ai plus très envie de les lâcher. Maintenant que je les ai eues une fois entre les mains, je les porterai une deuxième fois, une troisième. Mais c'est le collectif qui compte. Je vois qu'avec mes amis, les confidences se mettent à s'ouvrir. Des choses qu'on gardait pour nous, peut-être par honte, on commence aujourd'hui à se les dire de plus en plus. Ça avait déjà commencé, MeToo, etc. Mais là, ce procès, il bouge des choses. Et j'ai l'impression que tous les jours, des amis me confient des expériences incroyables. Et justement, on est là ensemble et on se soutient. Et ça, c'est peut-être aussi une différence par rapport à une confidence qui pouvait être racontée et ne pas savoir trop comment la prendre. Là, aujourd'hui, on sait, on soutient, full confiance, on se serre dans les bras et on sait qu'on est ensemble et qu'on se soutiendra inconditionnellement.